Bonsoir Bruno Fulini. Bonsoir. Vous êtes historien, maître de conférences à Sciences Po et auteur de cet ouvrage passionnant intitulé « Les guerres stupides de l'histoire ». C'est aux éditions Les Arènes. Il est coécrit avec Bruno Léandri. C'est une sorte de top 50 de la bêtise humaine. On découvre des guerres totalement invraisemblables, mais finalement, une guerre, est-ce que c'est pas toujours absurde? Qu'est-ce qui distingue celle dont vous nous parlez dans ce livre? Prévert disait « Quelle connerie la guerre ». On peut considérer que toute guerre par nature est stupide puisque c'est la force qui l'emporte sur la raison. Mais il y a eu des guerres encore plus stupides que les autres parce que rien ne les justifiait. Elles auraient pu être évitées. Elles sont véritablement absurdes, soit par leur déclenchement, soit par leur déroulement. Il y a un dénominateur commun, justement. Est-ce qu'on peut les catégoriser un peu? On pourrait les classer en trois parties. D'abord, il y a les guerres qui sont déclenchées par un événement absolument ridicule, dérisoire, le vol d'une vache, le vol d'un seau, la mort d'un cochon. Et je vous assure que c'est vrai. Tous ces événements-là ont pu déclencher des guerres ou des conflits diplomatiques très très chauds. Et puis après, il y a les guerres, je dirais, impossibles à mener. Des pays qui se déclarent la guerre sur un moment d'énervement. Et puis les dictateurs se rendent compte que malheureusement, on n'a pas moyen de se faire la guerre. Malheureusement, heureusement peut-être. Voilà, mais du point de vue du dictateur, malheureusement, parce qu'on ne va pas se couvrir de gloire. Parce que, par exemple, les deux pays n'ont aucune frontière commune ou n'ont pas. Il y en a un des deux qui n'a pas accès à la mer. Donc on ne peut pas se battre. On aimerait bien, mais on n'y arrive pas. Et puis, troisième cas de figure, c'est quand la pomme de discorde elle-même est ridicule. Par exemple, quand deux pays, c'est arrivé 2 fois, se battent pour un bout de désert où il n'y a rien. Donc, pour une question d'orgueil national, on va se déclarer la guerre. Mais il n'y a rien à gagner. Mais il n'y a strictement rien à gagner, un désert tout pelé. Alors, Bruno Fulini, si on faisait un classement parmi toutes ces guerres, on ne va pas pouvoir évidemment toutes les citer. Il y en a plus d'une 50aine dans votre livre. Mais pour vous, quelle est la guerre la plus stupide de toutes les stupidités? Celle qui surclasse toutes les autres, c'est ce qu'on a appelé la Grande Guerre des émeux. Elle éclate en 1932 en Australie. Et là, ce ne sont pas deux pays qui se font la guerre, ce sont les humains qui déclarent la guerre officiellement à une espèce animale. Cette espèce animale, ce sont les émeux, donc ce sont des oiseaux coureurs très grands, un peu cousins, comme les autruches, on les voit là à l'écran. Des cousins australiens, des autruches ou des casoars. Et ces oiseaux sont des oiseaux migrateurs, mais comme les fermiers australiens ont développé leur culture, eh bien, évidemment, les émeux sont ravis. Ils voient des champs de blé, des champs de maïs. Ils saccagent les cultures. Ils mangent tout, ils boivent l'eau qu'on a amenée à grand-peine dans le désert. Ils détruisent tout. Alors, les Australiens ne sont pas contents. Ils vont vers leur gouvernement. Et au gouvernement, il y a un certain George Pearce qui était déjà ministre de la guerre en 1914-1918. Et l'Australie, qui était à l'époque une possession britannique, eh bien, s'est couverte de gloire en 14-18 et a obtenu d'ailleurs la reconnaissance d'un certain nombre de libertés. Enfin bon, elle n'a pas fait la guerre contre les émeux. Non, mais ils se sont bien battus en Europe, ces Australiens. Et donc, ce ministre se dit, on va faire comme en Europe. En Europe, il y avait des mitrailleuses lourdes qui fauchaient tout le monde. On va utiliser ça et on va liquider les émeux. Et donc, il déclare la guerre aux émeux, mais de façon tout à fait officielle, formelle. Disons qu'on mobilise une compagnie d'artillerie lourde pour manœuvrer ces grosses mitrailleuses et les militaires, par jeu, déclarent officiellement la guerre aux émeux. Je vous coupe parce qu'il y a même la une de la presse, je l'ai lu dans votre livre, le Daily News, qui titre « Les émeutes tiennent bon face à l'armée ». Oui, parce qu'il va y avoir un feuilleton extraordinaire. Une armée humaine, lorsqu'on lui tire dessus, elle avance vers les mitrailleuses, ce qui évidemment fait des morts. Les émeux sont beaucoup moins bêtes. Si on leur tire dessus, ils s'égayent, et comme ce sont des oiseaux coureurs, ils courent très très vite, on n'arrive pas à les atteindre. Bref, les émeux pratiquent spontanément la guérilla. Et là, l'armée australienne est bien embêtée. Alors on se dit, c'est pas grave, on va les rattraper. On met les mitrailleuses sur des camions et on fonce. Mais les émeux, ça court jusqu'à 55 km/h, ce qu'une vieille teuf-teuf des années 30, qui plus est sur des routes complètement caillouteuses, n'atteint pas. Et donc, on ne réussit pas à vaincre les émeux, et il va falloir finalement leur concéder un territoire. Donc les émeux ont gagné la guerre. Ont gagné la guerre, incroyable. Alors on découvre aussi dans votre livre d'autres situations improbables. Je pense notamment à ces guerres dont les pays impliqués ne sont eux-mêmes finalement même pas au courant qu'ils ont déclaré la guerre. Comment c'est possible ça? Quand une guerre est vraiment impossible à mener, au bout d'un moment, on oublie même qu'elle existe puisqu'il n'y a pas de combat. C'est ce qui s'est passé, par exemple, c'est la guerre la plus longue de l'histoire. C'est la guerre entre les îles Sorlingues et les Pays-Bas. Les îles Sorlingues, elles s'appellent également les îles Scilly. On les voit à l'écran, c'est un archipel britannique.
Voilà, c'est un archipel britannique, mais au XVIIe siècle, c'était une sorte de seigneurie qui avait une certaine autonomie. Et donc, dans le contexte des guerres de l'époque, eh bien, le gouvernement local déclare la guerre aux Pays-Bas. Et puis, il n'y a pas de combat parce que c'est trop loin, parce qu'on n'a pas de marine de guerre sérieuse. Et on va oublier cette guerre. Et on oublie cette guerre. Vous dites que c'est la plus longue de l'époque? Oui, parce que c'est 335 ans plus tard qu'un diplomate, en classant des vieux papiers, se dit « Tiens, on est en guerre avec les Pays-Bas ». Et donc, on va proposer aux Pays-Bas un traité de paix, mais en 335 ans, il n'y aura pas eu de mort. Et donc, traité de paix, en 1986. Tout à fait. Voilà. Alors, beaucoup d'histoires tournent également, on l'a vu, autour des animaux, mais également de la nourriture. Vous racontez des conflits provoqués pour un sac de pommes non déclaré entre deux régions, un cochon tué, une vache volée, vous le disiez. Comment est-ce qu'on explique que la nourriture déchaîne comme ça la haine des hommes? On se fait la guerre pour ce qui est vital, pour ce qui menace notre existence. Donc, bien sûr, l'alimentation et le territoire sur lequel poussent ces fruits ou s'élèvent ces animaux, ce sont des motifs de conflit. Et donc, il y a beaucoup de guerres pour des animaux, pour des troupeaux, et aussi en mer. Il y a des guerres pour des poissons, des ressources halieutiques qu'on peut pêcher, et ça, c'est assez courant. On parle des guerres pour certaines qui ont eu lieu il y a des centaines d'années, mais notre époque n'est pas épargnée par la stupidité. Et vous donnez cet exemple, il y a à peine 50 ans, un match de foot qui fait des milliers de morts. Oui, c'est entre le Honduras et le Salvador. Ça aura bientôt 50 ans puisque c'était en juin 1969. On est dans le contexte des éliminatoires avant le Mondial de Mexico de 1970. On a deux petits pays qui, vus d'Europe, semblent des pays jumeaux. Ils parlent espagnol, ils sont catholiques, en Amérique centrale. Mais ils se détestent. Ils se détestent parce qu'il y en a un qui est un peu plus riche que l'autre, il y en a un qui a une population très dense sur un petit territoire. Le Salvador. Et voilà. Alors que le Honduras a une population moindre, avec un territoire plus étendu. Donc les Salvadoriens ont tendance à aller cultiver les terres de l'autre côté de la frontière, ce qui énerve leurs voisins. Donc il y a une mauvaise entente. Et cette mauvaise entente, elle va se cristalliser avec 3 matchs qui se passent assez mal. On empêche les joueurs de dormir avant le match, on moleste les supporters. Et à la fin du 3e match, lorsque le Salvador emporte la qualification pour le mondial, les autres sont évidemment furieux. Et la conclusion du match, c'est d'abord un bombardement aérien et ensuite une opération sur terre, d'invasion terrestre. Donc le match de football a directement dégénéré en guerre. Et là, c'est pas une guerre pour rire. 3000 morts. 20 000 personnes déplacées en seulement 4 jours. Pourquoi 4 jours? Parce que là, tout le monde dit non mais ça va pas la tête, les États-Unis, l'Organisation des États américains, et ils interviennent. Mais en 4 jours, on aura tout de même fait 3 000 morts pour quelques passes de football. Alors justement, que disent ces guerres stupides, absurdes sur le monde d'aujourd'hui? Est-ce qu'elles permettent de mieux comprendre les conflits actuels? Disons que nous ne sommes pas à l'abri d'une guerre stupide. Et nous voyons bien, quand il y a une hausse de tension entre l'Inde et le Pakistan, les États-Unis et l'Iran, on pourrait prendre d'autres exemples, les 2 Corées, il suffit parfois d'un tout petit incident pour basculer dans une véritable guerre. Et tout le travail des diplomates, c'est de traiter les incidents et d'éviter qu'on en arrive à l'irréparable, c'est-à-dire à faire couler le sang. Oui, et de ne pas sous-estimer finalement des signaux qui peuvent apparaître comme futiles. Ah, tout à fait, tout à fait. Je pense à ces guerres absurdes qui ne sont toujours pas terminées. Il y en a quelques-unes dans le livre, et notamment la guerre du crabe qui se passe entre les 2 Corées. Elle dure depuis les années 50. Et finalement, est-ce qu'on peut faire un lien avec ce qui pourrait arriver en Europe, notamment la guerre des coquilles Saint-Jacques qui se profile dans la Manche? Est-ce que... finalement, c'est un équivalent. Les 2 Corées se sont déjà tirés dessus, ont coulé un bateau à cause d'une zone où on peut pêcher du crabe et qu'elles se disputent. Et la France et le Royaume-Uni ont également un souci sur toute la baie de la Seine. Tant qu'on est dans l'espace européen, les pêcheurs des 2 pays peuvent venir y pêcher des coquilles Saint-Jacques, mais il y a déjà eu quelques affrontements. Et donc, si le Brexit devient un véritable Brexit, quid des droits de pêche des Britanniques en baie de Seine? Ça nous promet des beaux jours et la guerre de la coquille risque de repartir. Eh bien, écoutez, merci à vous. C'est passionnant. Bruno Fulini, auteur de ce livre que je vous recommande chaudement, Les guerres stupides de l'histoire, coécrit avec Bruno Léandri. C'est aux éditions Les Arènes. Tout de suite, c'est dans l'air. N'hésitez pas à poser toutes vos questions par Internet ou par SMS. Ne bougez pas. Bonne émission.